à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur le rendez-vous de midi, l'émission au plus près de vous pour partager avec vous des informations tout en vous divertissant. Après plusieurs mois à nous immiscer dans votre mi-journée, nous allons prendre quelques jours de repos, le temps de revenir avec de nouvelles perspectives, toujours pour vous satisfaire. Mais avant, nous allons honorer à nos deux rendez-vous de la journée, de la semaine plutôt. C'est parti, le rendez-vous de midi, c'est tout de suite. On y va. À l'ordre du jour, que devient le blog à l'ère des réseaux sociaux qui a pris une grande place, une place si importante dans nos vies, si digitalisée. Miss Tantine 2.0, Miss Rebecca qui est déjà avec nous sur ce plateau va essayer de répondre à cette question. Rebecca, bonjour. Sur mon acte de naissance, il n'y a que Rebecca. Bonjour Mylène, bonjour chers collègues et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à toutes et à tous, de ma droite vers ma gauche. Bonjour Mylène, très heureux d'être toujours ici pour ce rendez-vous qu'on aime tous tant. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mylène. Vous avez remarqué que le débit est faible. On sent qu'il revient tout doucement. Sinon, il était où? Il était là-bas. Avant, tu étais où? Non mais voilà, j'ai pris physiquement un coup. On va dire simplement la vie. La vie. Ça va là comme ça. C'est la conclusion, on se comprend. Rebecca, le 31 août dernier, c'était la journée mondiale du blog. Oui. On va essayer déjà de parler du blog et de faire si possible un lien entre le blog et le vlog. Parce qu'on a de plus en plus des vlogs, pas des blogs. Tout à fait Mylène. Alors oui, le mardi passé, c'était le 31 août. Et oui, c'était la journée mondiale du blog, la journée consacrée au blog et aux blogueurs. Donc aujourd'hui, nous parlons donc du blog, nous parlons aussi du vlog. Mais déjà, nous allons commencer par la définition du blog. Il faut retenir que le blog est un type de site internet particulier qui peut être présenté comme une sorte de journal intime publié sur la toile et accessible aux internautes du monde entier. Il s'agit d'une version simplifiée d'un site internet proposé clé en main aux internautes et géré techniquement par un éditeur. À l'image du journal intime, le blog permet d'exprimer son ressenti, sa passion ou de se prononcer sur un sujet précis. Il est utilisé à titre personnel et à titre professionnel dans le but d'attirer une communauté sur une même passion ou aborder un ou plusieurs sujets déterminés. La publication peut se faire de façon régulière ou non, à vous de le décider. Les contenus sur le blog sont des articles, donc des textes accompagnés ou illustrés par des images ou des vidéos. Alors, quelle est la différence entre un blog et un vlog? Déjà, le vlog, tout comme le blog, permet de publier des contenus qui ont trait à la passion du vlogueur, donc de celui qui publie ou de publier du contenu sur un thème donné. Les contenus du blog sont sous forme de texte, souvent accompagnés de photos et de vidéos, je le disais tantôt, tandis que les contenus du vlog sont sous forme de vidéos, souvent accompagnés d'un petit texte qui explique ou résume la vidéo posté. Le vlog peut être créé sur des plateformes dédiées à la vidéo comme YouTube. On en voit aussi dernièrement sur Facebook, Instagram. En ce moment, on crée un compte sur ces plateformes et on ouvre sa propre chaîne de publication de vidéos. Mais il est aussi possible de créer un vlog avec une solution de publication et d'édition de la vidéo propriétaire. Le blogueur, tout comme le vlogueur, peut à la longue monétiser son blog ou vlog. Cela veut dire que vous pouvez gagner de l'argent à partir de votre blog ou de votre vlog. Il suffit de proposer des contenus attrayants et attractifs pour s'attirer des internautes et de les fidéliser. On pourra dès lors se servir de son blog ou de son vlog pour faire la promotion des produits ou services des entreprises dans le monde. Ce n'est pas nouveau, je dirais, c'est devenu de plus en plus populaire tout récemment.
Ça Tout à existait fait, depuis avec les années 93, hein, je Oui, crois. oui. Et tu as oublié de mentionner quelque chose. Le blog permet également à celui qui l'utilise de devenir, à la limite, on peut le dire, une star. Parce que grâce au blog, clairement, vous influencez, découvre plusieurs personnes. beaucoup de choses à travers votre plateforme. Donc, du coup, quand vous commencez par monétiser votre blog ou votre vlog, vous gagnez forcément de l'argent. Vous êtes connu aussi par le public, par les internautes. moi, je préfère le vlog au blog. On a de plus en plus des vlogs que des Oui, on a de plus en plus blogs. des vlogs. En fait, là, bon, je ne sais pas si c'est la paresse ou si c'est qu'il y a certaines personnes qui se sentent à l'aise en écrivant. De la même manière, il y a certaines personnes qui se sentent à l'aise quand elles sont devant, par exemple, leur appareil, en train de parler à un public qui n'est pas forcément devant vous, là, face à vous, mais qui est de l'autre côté. Voilà. Parfois, Un c'est public juste une virtuel. vidéo, mais une vidéo suivie d'un test. Exactement. Pour résumer un peu le sujet. Et je pense que même dans le souci de créer du contenu, comme elle a dit, pour pouvoir monétiser tout ça, et dans le souci d'amener de l'attractivité, je pense que les vidéos, pour ma part, sont un peu plus sensationnelles que les écrits. Oui. Voilà, parce que lorsque vous vous adressez à votre communauté virtuelle, vous pouvez utiliser des tournures, vous pouvez parler de pas mal de sujets, alors qu'à l'écrit, généralement, il y a un peu plus de règles. Oui. Voilà, il faut bien écrire, il ne faut pas faire de fautes, il faut. Maintenant, si vous voulez faire dans du sensationnel, vous pouvez écrire n'importe quoi. Mais après, les vidéos, je trouve que c'est plus sensationnel pour aborder les sujets, dire les choses de manière vraiment soit triviale ou de manière à faire rire les gens. C'est le choix que vous faites. Mais après, que ce soit un blog ou que ce soit un vlog, la contrainte, c'est en fait comment dire, pas la périodicité, la constance. Voilà, la constance, c'est-à-dire que c'est des systèmes qu'il faut animer constamment pour donner du contenu, pour que les gens viennent tout le temps. Il doit toujours avoir un truc nouveau que vous êtes en train de proposer pour amener les gens chaque fois à visiter votre blog ou votre vlog. Donc, c'est pas un truc vraiment pour paresseux. C'est pas un truc où on peut lancer un truc aujourd'hui, attendre dans 2 semaines, revenir, dire autre chose. Ou dans un mois. Voilà, il faut entretenir sa communauté, il faut être là tout le temps, il faut être... et aussi, il faut être dans du sensationnel. Et c'est beaucoup plus vers cela qu'on tend aujourd'hui. Les gens sont plus dans le sensationnel parce que, je ne vais pas dire on aime tous, mais beaucoup de gens aiment le sensationnel. Là où on va fuiner le nez pour entendre des choses. Donc, c'est vers ça que les gens tendent. Et les blogueurs ou vlogueurs ont compris cela. Ouais, bon, je ne partage pas l'avis du sensationnel parce que quand vous tenez un blog ou un vlog, il faut d'abord écrire du contenu intéressant, le contenu attractif, du contenu de qualité. Même si vous faites des trucs sensationnels, à la longue, ça va ennuyer. Parce que quand quelqu'un vient sur votre blog, je préfère beaucoup plus blog que vlog parce que compte tenu de notre réalité liée à la connexion Internet, liée à d'autres paramètres, la plupart des vidéos que vous allez voir, des blogueurs béninois spécialisés en vidéo, c'est beaucoup plus du contenu, soit challenge ou de petits contenus liés juste à une petite thématique donnée. Or, quand vous allez sur le blog, vous avez réellement une thématique qui est développée en amont, qui est développée parfois même en détail, et vous avez même des vidéos, d'autres vidéos pour étayer, mais vous avez même certaines images ou certaines citations de certaines personnes qui sont plus fournies. Alors que la vidéo, si vous faites plus long, les gens s'intéressent de ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire une vidéo short et aborder tous les aspects en moins de temps? C'est aussi une autre contrainte que normalement certains vlogueurs ont compris. En tant que membre de l'association des blogueurs et ancien secrétaire exécutif de l'association des blogueurs, cette journée a permis à certaines communautés de pouvoir beaucoup plus comprendre les enjeux du blog, surtout avec l'expansion des réseaux sociaux et la propagation des fake news. Parce que c'est surtout aussi sur ça il faut lutter, c'est l'enjeu actuel. Et je pense qu'avec les vlogueurs et autres, il y a toujours une symbiose pour pouvoir mieux intéresser les différents internautes. Vraiment, tu as un blog? Non, je n'ai pas de blog. J'ai décidé de ne pas en avoir. Plus parce que tu n'as pas le temps pour ça? Je n'en avais pas envie. En fait, même si j'avais la volonté de tenir un blog, mes occupations quotidiennes font que je n'aurai pas le temps de l'animer comme je le voudrais. Et puisque je n'ai pas envie de le faire au rabais,
j'ai décidé de ne pas en avoir. J'ai même décidé de ne pas avoir de page Facebook, en tout cas pour le moment. Je n'ai qu'un simple compte Facebook sur lequel je publie aussi très rarement d'ailleurs. Une fois par an, on te suit, bien très, sûr. très rarement d'ailleurs. En fait, je suis pas vraiment à fond dans les réseaux sociaux. Voilà, je fais juste le minimum. Après aussi, la question du blog, c'est une question de constance et d'orientation. Il y a des blogs qui ont plus de succès que d'autres. Vous voyez des gens qui se spécialisent par exemple dans la cuisine, dans la littérature. Si je l'aurais fait, je me serais spécialisé soit en littérature ou en sport parce que ce sont mes domaines, mes domaines favoris, ou la culture. Voilà, donc ça dépend du domaine que vous embrassez et des centres d'intérêt de vos lecteurs. Moi, pour des besoins de chronique, je suis tombé sur des articles de certains blogs, mais qui étaient super bien écrits, qui étaient, mais franchement, là, d'un style assez élevé en termes de rédaction. Donc, oui, si vous tenez des blogs du genre, donc forcément, vous y retournez. Si, en tout cas, vous êtes comme moi et que vous êtes exigeant vis-à-vis de la qualité, et vous tombez sur des blogs du genre, vous y retournez forcément. Donc, de ce fait, vous recommandez ce blog à d'autres personnes qui partagent la même passion que vous, et ainsi de suite. Ce blogueur-là arrive à tenir sa communauté. Mais aujourd'hui, de moins en moins, les gens tiennent de blogs, et les nouveaux blogs qui se créent, les blogueurs ne sont pas toujours exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce qui fait que, voilà, dans la rédaction, il y a une sorte de légèreté. Ouais. Il y a une sorte de légèreté qui a commencé par s'installer. Et aussi, voilà, à un moment donné, on a compris que la voix des blogueurs compte. À un moment donné, justement, la voix des blogueurs comptait. Ce qui faisait qu'il y avait des blogueurs qui étaient vraiment devenus des vedettes. Des gens qui, voilà, allaient de sommet en sommet, ils allaient sur tel autre, parce qu'ils étaient d'une façon ou d'une autre devenus experts dans leur domaine. Donc, puisque cela a inspiré d'autres personnes, tout le monde s'y est mis pieds joints, et malheureusement aujourd'hui, ça a discrédité totalement une partie de cette communauté-là, pour qui j'ai quand même beaucoup d'affection. Il faut dire aussi que beaucoup créent des pages, beaucoup créent des blogs juste pour avoir des abonnés. Ouais. Pour se dire que j'ai tel nombre d'abonnés sur Facebook, j'ai tel nombre d'abonnés sur YouTube, juste comme ça. Or, à l'origine, quand tu tiens un blog, c'est comme Edmond le disait tout à l'heure, c'est d'abord la passion. Quand tu es animé par cette passion-là d'écrire, par cette passion-là de communiquer ce que tu vis dans tel ou tel autre domaine, forcément, tu mets du tien et tu amènes les autres aussi à vivre cette passion avec toi. Mais malheureusement, c'est plus le cas. Je ne sais pas, comme Adonis est membre de l'association des blogueurs du Bénin. Peut-être qu'il y a des initiatives dans ce sens-là. Oui, il y a des initiatives pour permettre aux différentes personnes d'abord qui sont intéressées à la rédaction web de faire partie de l'association des blogueurs. D'autre part, les blogueurs aussi actuels, il faut arriver un temps où il faut les amener à se recycler. Il faut les amener à se perfectionner. Donc, il y a toujours ces initiatives qui permettent des formations continues pour pouvoir améliorer d'abord la qualité. Parce que n'importe qui, quand vous allez sur un blog, ce sont les Béninois qui ont écrit, et vous allez une fois, deux fois, ça vous décrédibilise au niveau des autres associations de blogueurs, que ce soit du Burkina, du Niger ou du Mali et autres. Mais avec ce qui a été fait, qui est toujours en train d'être fait, des partenariats se nouent entre l'association des blogueurs des différents pays, et à la fin de chaque année, vous allez voir, il y a une grande réunion des blogueurs qu'on appelle le Blog Camp, qui permet à d'autres blogueurs des autres pays de venir voir ce qui se passe dans tel pays, réfléchir sur les nouvelles perspectives en matière de blog et autres, pour permettre d'aller partager les expériences, et s'il y a d'autres stratégies à mettre en place pour mieux porter encore la voix du blog, c'est toujours envisagé. Et à quoi on reconnaît un blogueur? Vous ne pouvez pas reconnaître, il n'y a pas une cartographie blogueur sur la tête des gens, mais vous allez cette personne, quand vous allez déjà sur son profil, mais sur son blog, vous allez voir s'il est réellement blogueur, parce que vous allez, soit il est spécialisé dans une thématique donnée, Précis. ou il est juste là à donner ses opinions sur tout et rien. Un généraliste, mais beaucoup plus les blogueurs spécialisés dans une thématique donnée ont plus, je dirais, de codes, ont plus de voix ouvertes à d'autres choses. Or, un généraliste, il est toujours en train de voguer sur tous les sujets et il n'arrive pas forcément à aller au fond du sujet. Avec Instagram, TikTok, on peut facilement faire des vlogs?
Oui, facilement. Aujourd'hui, c'est ça, je le disais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus forcément, ces personnes ne sont pas forcément catégorisées dans le blog, précis. Dans le domaine blog. Ce ne sont pas des blogueurs, ce sont des vlogueurs. Donc, en même temps, est-ce que c'est juste l'idée de parler d'un sujet précis, de parler par exemple, de partager mon quotidien avec mes abonnés, parce que là déjà j'ai 10, 20 abonnés, donc je veux partager mon quotidien, c'est beaucoup plus ça le vlog, mais du côté du blog c'est plus sérieux en fait, c'est ce que moi je remarque en tout cas, que le blog c'est plus sérieux, mais le vlog c'est la détente. Est-ce qu'il ne faut pas essayer, Adonis, de l'alléger un peu pour le rendre plus intéressant? Le blog? Oui, le blog. Mais le blog, il faut qu'il reste toujours dans son caractère sérieux, parce que si vous allez beaucoup plus dans la facilité et autres, d'une part, vous décrédibilisez. Quand c'est intéressant, ce n'est pas forcément facile. Non, mais ça dépend aussi du sujet. Oui. Ça dépend du sujet, ça dépend de la thématique et ça dépend de la capacité rédactionnelle. Vous savez, vous pouvez faire de la rédaction en faisant participer le lecteur. Quand le lecteur se sent participer, il peut dévorer 3-4 pages sans le savoir. Parce que quand vous écrivez et que dans le style rédactionnel que vous adoptez, le style, il n'est pas soutenu. Parce que quand je viens lire un blog, ce n'est pas pour lire un article scientifique. Donc, si je veux lire un article scientifique, j'irai lire un article scientifique. Si je viens sur un blog, c'est qu'on veut me parler maintenant de thèmes simples mais exquis. On peut faire simple mais être exquis dans l'écriture. Donc, voilà, vous faites participer le lecteur. Le lecteur se sent concerné par ce que vous dites, sans pour autant avoir l'impression d'avoir affaire en fait à l'élite, à un surdoué ou à un présomptueux qui se cache derrière une plume pour donner des conseils à la société ou donner des faits de la morale à la société ou s'ériger en censeur de la société. Donc, ça dépend. Pour moi, pour le blog, tout se joue dans le style rédactionnel que vous adoptez. Si votre style rédactionnel, il est simple, esquis et beau, parce que c'est aussi ça la littérature. La littérature, ce n'est pas de la grandiloquence, ce n'est pas faire dans des grands mots, mais c'est faire simple, mais tellement beau que vous vous dites, waouh, que cette personne, elle écrit bien. Et vous pouvez déjà vous faire des idées sans même connaître la personne. Vous imaginez à quoi peut ressembler cette personne qui vous amène peut-être dans son univers, qui vous raconte peut-être, si cette personne-là tient un blog sur la nature par exemple, qui vous raconte peut-être une expérience dans un parc, une expérience dans une forêt, une expérience, je ne sais pas moi, n'importe où, peu importe, avec des photos à l'appui, mais qui décrit tellement si bien ses émotions, ses sensations qu'elle a reçues. En fait, ce projet descriptif, ce projet esthétique, mais assez focalisé sur la description. Mais quand cette personne arrive à réussir ce mélange-là, ce patchwork-là, vous vous dites, mais waouh, elle arrive à me transporter dans son univers. Ce qui fait que vous n'êtes peut-être pas un amoureux des questions environnement, liées à l'environnement, mais cette personne a quand même réussi le temps d'une lecture à vous transporter dans son environnement, à vous transposer avec vous sa flamme qu'elle a pour l'environnement. C'est ça, pour moi, un vrai blogueur qui réussit. Un blogueur, c'est tout comme le journaliste qui fait un reportage, c'est réussir à communiquer de l'émotion. C'est partager ses émotions à travers ses écrits, sur une thématique donnée, sur un sujet donné, sans pour autant s'ériger, je vais dire, en donneur de leçons ou en censeur de la société. Mais c'est vraiment une contrainte pour un blogueur d'écrire sur un blog, parce que quand c'est trop long d'abord, ça ennuie. Et d'autre part, les contraintes liées à la lecture sur l'écran font que on lit 25% moins sur l'écran que sur un papier. Ce qui fait que les gens sont beaucoup plus attirés vers la vidéo. Peu importe ce que la personne dit, on voit des trucs bouger. Mais ça passe très vite aussi, on ne voit pas le temps passer. Mais bon, c'est une des contraintes sur lesquelles les blogueurs travaillent toujours pour pouvoir toujours améliorer la qualité de leur contenu. C'est surtout ça. Rebecca, merci. Tout le plaisir. On en a appris beaucoup sur le blog et les vlogs. Adonis, on reste avec toi. Avec toi, on va faire à présent un clin d'œil à nos concitoyens de la diaspora, les ressortissants béninois qui résident au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est bien ça? C'est bien ça. On y va. Adonis, quelles sont ces pièces? Eh bien, les Béninois résidant au Mali, au Burkina et au Niger
peuvent bénéficier désormais des pièces consulaires que sont l'attestation de nationalité, la carte consulaire, le certificat de célibat pour Rebecca, le laissez-passer, le certificat de résidence, Il faut le préciser. le transfert de reste mortel. Eh bien, cette mesure vise à doter ces citoyens, en raison de la pandémie de Covid-19 et du réaménagement de la carte diplomatique, de faire leurs formalités de demande en ligne auprès du consulat du Bénin au Mali. Pour faire cela, il suffit de se rendre sur le lien www.consulatdubéninaumali.org, choisir la pièce consulaire, que ce soit l'attestation de nationalité, la carte consulaire, le certificat de célibat ou le laissez-passer, réunir les pièces du dossier à télécharger en ligne. Ensuite, les pièces à fournir. Les pièces à fournir, oui, les pièces à fournir. Ensuite, ça va être quand vous allez sur le site, en fonction de la pièce que vous demandez, on vous donne les dossiers, les trucs à réunir. Que ce soit la de naissance, une copie de la de naissance, une copie de la carte d'identité que vous avez et autres. Vous payez la prestation et il faut rappeler que les frais d'envoi du document vers votre lieu de résidence sont à votre charge. Les pièces consulaires indiquées ne peuvent être délivrées qu'aux résidents béninois immatriculés auprès des services du consulat du Mali, au Burkina et au Niger. Eh bien, les citoyens résidents au Burkina et au Niger qui n'étaient pas enregistrés, qui n'étaient pas immatriculés auprès de l'ambassade du Bénin au Mali, peuvent le faire en se rendant aussi sur le même site et télécharger la fiche d'immatriculation pour la remplir. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le consulat du Bénin au Mali par WhatsApp au plus 223 70 36 20 20, au plus 223 70 36 20 20 ou par mail à info@consulatbéninaumali.org. Voilà. C'est pratique et très intéressant. C'est difficile quand on se retrouve hors de son pays sans certaines pièces où on aura forcément besoin, Bruno. Oui, c'est une grosse réforme. On sait tous que quand on n'est pas au pays et qu'on est ailleurs, c'est vrai que partout en Afrique, c'est chez nous. Mais quand vous êtes hors de vos frontières, c'est toujours compliqué. Vous ne pouvez pas voir les choses juste sur un claquement de doigts. Il faut des contours, des détours et tout ça. Faire beaucoup de courses. Mais aujourd'hui, les choses sont vraiment simplifiées, sauf dans des cas où des gens ne sont pas encore immatriculés. Et ça, vous avez des gens comme ça, ils vivent dans le pays, enfin, ils vivent hors du territoire. Il a son business, il a sa femme, ses enfants là-bas depuis 15-20 ans. Il est presque... voilà, malien, burkinabé ou tout ce que vous voulez. Il n'a jamais peut-être ressenti le besoin de rentrer. Donc, il n'a jamais aussi vu l'importance de collaborer même avec le consul du Bénin qui est dans son pays d'accueil. Maintenant, je pense que ce genre d'innovation viennent vraiment rapprocher beaucoup plus les Béninois de leur État, quel que soit le pays dans lequel ils sont. Et c'est important pour chaque Béninois de se conformer, d'aller vers le consulat, de faire le nécessaire. Ce qui est intéressant dans la réforme, c'est qu'il y a des pièces, comme il a dit, quand vous allez sur le site, quelle que soit la pièce que vous voulez, il y a les dossiers à fournir qui vous sont proposés à partir d'une liste. Et surtout, il y a des pièces que vous pouvez télécharger pour remplir en fait. Oui. Donc il y a des formulaires que vous pouvez télécharger et remplir. Ça aussi, là on dépose directement. Et vous déposez directement. Donc c'est vraiment facilité du début à la fin. Donc, par exemple, pour l'attestation de nationalité, vous avez juste la copie de l'acte de naissance et la carte d'identité nationale ou le passeport et la copie de la carte consulaire. Voilà. Donc, vraiment en plus, le tarif est indiqué, donc vous savez en même temps à quoi vous attendre. À quoi vous attendre. Vous avez les formulaires à télécharger, imprimer, remplir et renvoyer, scanner, tout ça. C'est vraiment simplifié. L'administration chez vous. D'un clic, Miss Tech, Miss Numérique. Non, mais Mylène, moi, je suis admirative quand même face aux réformes du gouvernement en place. On ne va pas dire que c'est grâce à la crise sanitaire actuelle, parce que non, on ne le souhaite pas. Mais c'est vrai que ça a joué son rôle. Ça a vraiment boosté tout ce qui est dématérialisation de l'administration aujourd'hui au Bénin. Et c'est à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif des Béninois résidant à l'extérieur, dans ces pays-là qui sont concernés pour le moment, parce que ça va s'étendre forcément avec le temps à d'autres pays aussi. Donc on dit tout simplement bravo au gouvernement et on encourage vivement ces genres de réformes. Adonis, merci. C'est moi. Avec lui, on prend les informations les plus improbables, les plus insolites. Lui, c'est Herman Amengan. On y va déjà dans Pêle-mêle.
On fait de la musique, mais on va lire, c'est bien ça. On parle de Kérosène qui sort qui annonce déjà la sortie de sa biographie. Bien sûr, Kérosène, vous le savez, le pétrole du village. Est devenu Kérosène. Qui est devenu Kérosène. Il faut qu'on en parle. Il a aussi une autre passion qui est celle de l'écriture. L'artiste ivoirien décide de motiver davantage ses fans à travers un récit de son histoire inspirante. Dans une publication sur son profil Facebook, il a fait savoir que bientôt serait disponible un bouquin qui retrace son parcours dans la vie et dans la musique. L'artiste a également partagé un extrait de son livre, je cite, vous pouvez le voir donc sur cette image. Un jour de 2012, DJ Bombastic, mon propre grand frère, refusa de jouer ma musique Zatara, donc le titre du morceau Zatara, donc dans sa boîte de nuit. Ce jour-là, j'eus tellement mal que mon sommeil fut perturbé pendant des jours. Mon ami René Hamilton était là, je ne m'en reviens pas et cela m'attrista pendant un moment. Je lui en voulus terriblement. On sait que Kérosène adore le participatif. Des jours passèrent et ma colère s'effrita peu à peu. Mon subconscient commença à me donner les bonnes réponses. En fait, je lui en voulais pour rien. C'était moi le problème. Il fallait que je redouble d'efforts, que je travaille davantage. Quand je fis sortir le temps, le même Bombastic m'appela à sa descente d'avion pour me féliciter. Kérosène, tu as touché mon âme. Je coule les larmes et en te parlant, ta chanson sera un tube. Je ferai ma partition et la lumière fut. Fin de citation. Les fans, allais-je dire, ont exprimé leur impatience d'accueillir l'œuvre et j'avoue que je suis aussi impatient de lire l'histoire de DJ Kérosène. Il a un parcours assez intéressant. Il a commencé déjà en terminale, je crois. Oui, il a eu un parcours assez difficile. Il vient d'un milieu plus ou moins défavorisé. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours cru qui a toujours fait foi en son talent et qui aujourd'hui jouit des fruits, on va le dire ainsi, de sa détermination. Il a dit lui-même dans un de ses morceaux, « Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eurent raison. » Donc, entre lui qui croyait qu'il allait percer dans la musique. Et il a également eu quelqu'un qui a cru en lui, grâce à qui il est là actuellement. Emma Dobré Prod, à qui il doit beaucoup. À qui il doit beaucoup, évidemment, bien évidemment, dans sa carrière. En tout cas, les écoliers qui ont des problèmes de conjugaison... Ils vont tout apprendre en lisant son livre. Tu t'aimes pas de sa biographie. Donc, acheter ça. Ils vont vraiment apprendre le passé simple. Il est très fort. Ah oui, il est fort. Pour pouvoir... autant utiliser le passé simple et autant si bien l'accorder, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir le faire. Non, mais vous savez, Kérosène, il a quand même plus ou moins un bon niveau de langue dans l'expression orale. Dans l'expression orale, quand il se retrouve sur des plateaux, vous sentez quand même que c'est quelqu'un qui a un niveau de langue quand même acceptable, au-delà de la moyenne, évidemment. Donc, forcément, les artistes, enfin, quand vous êtes une personnalité publique, généralement, on fait recours à un community manager pour gérer votre image numérique. Tu lui as envoyé un message, il n'a pas répondu, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'on parle de la conjugaison et tout, donc je me demande, c'est bien, on aime bien lire Kérosène, mais est-ce que derrière c'est lui-même? On va quand même pas douter. Même si c'est un community manager, il doit s'aligner un peu sur la façon dont le personnage se comporte. Vous ne pouvez pas être un personnage calme de nature et sur les réseaux sociaux, vous allez afficher une identité numérique excentrique. T'as vu excentrique, c'est pas possible. Vous avez vu ce test-là, l'image où on l'a reçu sur un plateau, il avait sa chemise froissée. Bien sûr. Je pense qu'ils lui ont posé une question. En fait, entre quoi, vous qui... Enfin, n'avez pas repassé votre tenue. Enfin, un truc du genre qui faisait allusion quand même à sa tenue. Il a répondu dans le commentaire, toujours avec son passé simple légendaire. Entre vous qui coupâtes le courant électrique et nous qui ne repassons pas. Enfin, un truc toujours dans ces... bien senti quand même. Elle a eu raison. Ce que j'aime beaucoup plus chez cet artiste-là, c'est son côté humble en fait. Il est beaucoup humble.
La dernière fois, il avait écrit sur sa page, je pense, je me rappelle plus du nom de l'artiste, Coupé Décalé, oui, l'autre là, Desbordeaux, où il disait que Desbordeaux est le meilleur artiste parmi tous les artistes du Coupé Décalé, mais les autres artistes n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord, mais lui, c'est pourquoi il a dit. Pas forcément parce que c'est vrai, mais parce qu'il est humble et il estime que son collègue artiste quand même fait du bon boulot. Oui. Tout simplement. Mais Kérosène, lui, il a un parcours assez difficile, assez long, comme tu l'as dit. Il a rencontré assez de difficultés, on lui a fermé assez de portes. Avec ça, tu ne peux qu'être humble. Et également, c'est un homme qui a une foi assez prononcée aussi. Oui, dans ces morceaux, on sent clairement que même déjà avant la sortie de cette autobiographie-là, que ces morceaux sont déjà une partie de sa biographie, reflètent en fait le personnage qu'il est. Donc, c'est pourquoi très vite, beaucoup de gens se sont reconnus à travers sa musique. Vous avez l'impression qu'il vous parle directement et qu'il vous console dans le même temps en vous donnant espoir. C'est tout ça qui a fait, je vais dire, forger sa carrière, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une forte... beaucoup de personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être consolées. Et quand ils écoutent du Kérosène, ça leur remonte toujours le moral. Ils se disent, mais tiens, il y a quand même espoir, non? À travers Kérosène, il se redonne de l'espoir. C'est là toute la magie de sa musique. Et on va à présent au Rwanda. Il y a là-bas une Rwandaise qui a donné naissance à un enfant né avec une malformation. Et il y a le père du nouveau-né qui le qualifie d'enfant sorcier. Alors, c'est une scène surréaliste. La femme, ou une femme nommée Bejeneza Liberata, qui vit au Rwanda, a accouché d'un bébé à la tête mal formée. Elle a été abandonnée par son mari qui lui a demandé de le renvoyer au diable, alors que jusque-là, les deux tourtereaux filaient le parfait amour. Son époux a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune responsabilité vis-à-vis de l'enfant et l'a appelé le rejeton du diable avant de la quitter, ce qui laisse la mère interloquée alors qu'elle luttait pour prendre soin d'elle-même et de son nouveau-né aux côtés de ses autres enfants qui, eux, sont bien portants. Il n'y a eu aucun problème pendant la grossesse, aucun signe annonciateur du drame. Cependant, tout comme son mari, les médecins ont été surpris de découvrir le bébé que Bejeneza Liberata a mis au monde. Comme elle ne pouvait pas survivre en ville après avoir été abandonnée par son mari, un bon samaritain a finalement proposé de ramener Bejeneza et son bébé dans son village. Depuis son retour au village, d'autres villageois la tourmentent aussi, se moquent d'elle, du bébé, le maltraitent et le traitent de monstre et d'extraterrestre. Les gens lui ont conseillé de tuer l'enfant, mais elle ne peut tout simplement pas le faire car, dit-elle, peu importe à quel point le bébé a l'air bizarre, elle l'a mis au monde et ne peut donc le tuer. Elle est toujours agitée parce que l'enfant pleure tout le temps et n'a aucune idée, aucune idée de ce qui ne va pas. Afrimax English, qui a réalisé un documentaire sur Bejeneza Liberata et son bébé, a ouvert un compte pour aider à rechercher un traitement médical pour le gamin. Et c'est quel type de malformation? C'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on y fait face. C'est inédit. Les médecins eux-mêmes n'ont rien compris. On ne sait pas si ça s'opère ou pas. Ils n'ont rien compris. Voilà. Donc, tout le monde est sous le choc, tout le monde est éberlué, tout le monde est... Voilà, on est waouh, on stime. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est exactement, Bruno? Dans ce type de cas, plus encore dans notre société, avec nos cultures, notre culture, nos considérations, comment est-ce qu'on se retrouve? Comment est-ce qu'on peut gérer ce type de situation? Déjà, c'est compliqué parce que quand ça se passe comme ça, généralement, vous n'avez que votre famille, encore que dans votre propre famille, vous avez des gens qui peuvent vous fuir. C'est extrêmement difficile. Difficile dans le sens que l'homme avec qui vous avez conçu ensemble ce bébé-là vous rejette déjà. C'est supposé être votre premier soutien moral. Il vous lâche, vous vous retrouvez seul, c'est assez difficile. Donc je pense qu'il y a un manque de responsabilité aussi parce que, vous savez, la grossesse, c'est la bonne nouvelle que tout le monde attend en Afrique, mais c'est en même temps l'une des choses les plus improbables qui existent sur cette terre. C'est-à-dire qu'au moment où vous contractez une grossesse, vous ne savez pas encore si ça va être un garçon, si ça va être une fille, si ça va être des jumeaux, si ça va être un albinos. Vous ne savez rien. Vous vous en remettez à Dieu ou à votre...
ce en quoi vous fondez votre foi, vous priez, espérant que ça va être bon. Maintenant, ce qui me désole un peu dans ce cas, c'est le fait que le mari se soit désengagé, parce que parfois, les malformations, et ça, médicalement, c'est prouvé, scientifiquement, c'est prouvé, généralement, la plupart des malformations naissent des comportements de la femme enceinte. C'est-à-dire que ce que vous faites pendant que vous êtes enceinte, votre alimentation, vos habitudes, etc., peuvent influencer la morphologie du bébé à naître. Et ça, je pense que la période de grossesse, on l'a dit à répétition, c'est une période qui est gérée par et le mari et la femme. Mutuellement, ils se soutiennent pour pouvoir s'assurer qu'il y a beaucoup de règles qui sont observées pendant la grossesse. Donc, si ça n'a pas été observé, qu'après, on accuse facilement la femme et qu'on la laisse seule, je trouve ça un peu méchant quand même. Au-delà même de l'irresponsabilité, c'est un peu méchant. Et c'est un peu ça, nos considérations aussi. Ailleurs, on aurait pris cet enfant, déjà, il est au bloc, on est en train d'essayer de l'opérer, en train de voir si quelque chose est faisable, tout au moins pour sauver cette tête hypertrophiée-là. Mais ici, c'est des considérations. C'est comme sous d'autres cieux, les albinos sont mal vus dès la naissance. On estime que non, c'est un enfant chicoté contre le tronc d'un arbre et on en finit, on n'en parle pas. Ailleurs, on trouve qu'il faut le piler dans le mortier, il faut en finir. Oui, il y a de ces considérations. Donc, quand vous êtes une femme enceinte, que vous accouchez ce genre d'enfant, voilà, vous êtes traité comme, en plus après, pour trouver un autre homme, tout ça. C'est tellement de choses. Courage à cette dame rwandaise-là qui, franchement, doit être en train de traverser une torture morale pas possible. Et elle n'en est pas à son premier geste, c'est le troisième, je crois. Pas à son premier geste, c'est son troisième enfant, et les deux autres sont super bien portants, en bonne santé. Et c'est ça qui revient quand même mettre sur le tapis la question, oui, avec le même homme, ce qui vient remettre quand même sur le tapis la question des enfants dits sorciers en Afrique. Parce que c'est un phénomène qui existe, des enfants qui sont dits sorciers parce qu'ils sont nés avec des malformations. Ailleurs, on a appelé les enfants mongols. Si vous mettez au monde ici en Afrique un enfant mongol, la première des choses à laquelle on pense, c'est que c'est un enfant sorcier, c'est que c'est un enfant qui est venu avec, je vais dire, avec la malédiction, qui est le fruit peut-être d'une malédiction. On a tout fait d'accuser la femme, peut-être que c'est un avorton, peut-être que c'est parce qu'elle a commis un adultère. Bref, donc il y a tellement de considérations culturelles, sociologiques et sociétales qui entrent en ligne, de contre en ligne, de mis dans ces genres de cas ici en Afrique qu'il va falloir déconstruire cela, montrer clairement aux gens que ce sont des malformations. Et donc, de ce fait, ça peut se prouver scientifiquement. Ça peut être lié à des facteurs exogènes comme des facteurs intrinsèques. Ça vient peut-être de l'homme qui a rejeté l'enfant, on ne sait jamais. Il y a beaucoup. En fait, on ne devrait pas être catégorique. On devrait être plus cartésien dans l'analyse plutôt que d'être dans je vais dire, dans l'accusation. Parce que là, franchement, on est carrément au-delà du réel, en fait. On est carrément au-delà du réel. Et la plupart du temps en Afrique, c'est cela. Lorsque vous faites un enfant, même qui naît peut-être avec des dents, parce que les gens en ont connu, qui naît peut-être avec une dent en miniature, on estime que non, ce n'est pas un enfant normal. Et du moment où ce n'est pas normal, ailleurs, du moment où un phénomène n'est pas normal, c'est-à-dire, on entre en laboratoire pour comprendre. Mais ici, quand ce n'est pas normal, quand ce n'est pas... On rejette automatiquement. Non, quand ce n'est pas normal, la première des choses à laquelle on pense, c'est que c'est aux pratiques occultes. La première des choses, le premier réflexe, ici sous le jeu, malheureusement, ce sont, nos réalités endogènes. Et ce n'est pas toujours la solution. Je ne dis que ce n'est pas la solution, mais je dis que ce n'est pas toujours la solution. Et juste pour ajouter quelque chose très rapidement, c'est que la réaction de rejet généralement dans ces cas-là, c'est parce que beaucoup pensent que c'est un enfant perdu en fait. C'est-à-dire que c'est pas un être humain qui est destiné à devenir quelque chose, mais c'est très faux. C'est vrai que dans ce cas-ci, la déformation, elle est un peu extrême, mais les déformations, les enfants qui sont nés avec des malformations, on en a vu dans notre société
où cette malformation-là se transforme après dans la vie, pendant que la personne grandit, en un avantage. On peut citer beaucoup de gens qui ont eu des malformations à la naissance, mais qui sont des multimillionnaires aujourd'hui. Et leur richesse est plutôt venue du fait qu'ils présentaient certaines malformations. Ils sont peut-être devenus humoristes dans la vie ou ils ont su transcender cela, ils en ont fait un avantage finalement. Et puis voilà. Et des gens comme ça, vous allez voir maintenant, les mêmes parents qui les ont rejetés reviennent maintenant avec fierté, dire « Ah, c'est mon enfant » et tout. Alors que franchement... Et cet enfant sera forcément objet de plusieurs études. On espère qu'ils finiront par trouver une solution. Forcément. On s'intéresse à présent à l'infertilité. C'est toujours dans le même cas, un sujet toujours tabou dans certaines cultures. Bien sûr, dans la veine de ce dont on parle là maintenant, autant les enfants nés avec des malformations sont très mal vus, autant la femme qui n'arrive pas à concevoir également dans la société africaine est très mal vue, parce que pour nous, il n'y a de richesse que d'hommes. Et on se plaît à citer ces passages de livres dits saints, sinon saints, remplissez la terre, procréez-vous, remplissez la terre, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc bref, quand une femme n'arrive pas à concevoir, elle est sujette à toutes les polémiques. Et le problème, généralement, on se dit que le problème ne peut venir que d'elle, pas de l'homme. Infertilité, certaines femmes nigérianes en parlent, tu veux plutôt. My fault. So they'll be like, oh, Made hasn't had children yet. Oh, his wife hasn't given birth. His wife is not pregnant. So I had 3 IUIs. It didn't work. And then we now started with the IVFs. And so I have done 8 IVFs and 3 IUIs. And going on to 7 years, we're like, okay, you know what? It's 7 years. 7 years is like the year of completion. Maybe we should now look at assisted reproduction. And so that was my first sojourn on IVF. I got married quite early, about 25. And earlier on in my marriage, I found out I had fibroids. I was then told that I might need to do IVF to, have all my kids. Everybody's all about baby, baby, baby. So you, by default, want babies, So for me, having to do IVF was really, like a slap in my face. As the years kept going, and then you keep trying everything humanly possible, and it doesn't work, then you start feeling low. But I think my lowest point got to me when I clocked 40. By God's grace, I got pregnant with twins, with the IVF cycle. From the get-go, it was a difficult pregnancy. It had to do with a lot of pain. From the beginning, a lot of pain, a lot of bleeding. It was just very, very complicated. When a woman cannot give birth, it's taboo to talk about it. It's taboo to bring it up. It's taboo to ask, how are you doing? I ended up going into labor and I lost the twins. I stopped work. I stopped every single thing. I did not even want to brush my teeth, have a shower. I didn't want to do anything. What has the journey been like? It's been long. It's been stressful, it's been exhausting, it's been depressing, annoying, everything, all sorts of emotions. I meet people who are going through this and I hear what they are saying. They have in-laws issues, their husbands should go and get another wife. I have women whereby it's male factor infertility, and meanwhile the husbands have refused to go for a test. The women are the one going from hospital to hospital, and there's nothing wrong with them. I'm so angry about it. It's unfair. Everybody looked at it like it was my fault. So they'll be like, oh, Made hasn't had children yet. Oh, his wife hasn't given birth. His wife is not pregnant. What makes it a lot more difficult is the society. Those talking behind your back, giving some sly comments, putting pressure on you. It's so stressful. Every day they're sending you a pastor or something. And I'm like, stop it. There are different levels, there are different levels of society. There's the sophisticated ones. The sophisticated ones are, I heard somebody went on keto diet and she was able to give birth. I heard somebody was always doing sit-ups
and her fibroid left and she was able to give birth. I'm like, sit-ups. You think sit-ups are what give people babies? Everybody needs to come together to tackle this one issue, speak about it, let it be a conversation that is not hush-hush. It's a conversation that everybody should be having, and basically provide the necessary support that is needed. Voilà ce qu'on peut dire de ce sujet en ce qui concerne la fertilité, le regard de la société sur ces femmes-là qui n'ont pas d'enfants à un certain âge. Vous avez pu écouter le témoignage de ces dames, combien c'est stressant, combien c'est déprimant, fatigant surtout, de devoir faire face aux commentaires de la société quand elles n'ont pas d'enfants. Et le pire, c'est quand tu te retrouves dans une relation où le mari peut-être refuse de se soumettre à des tests pour qu'on sache également d'où vient vraiment le problème. Parce que tant qu'on ne sait pas d'où vient le problème, on ne peut pas y faire face, on ne peut pas le régler. Le mari refuse et sa famille soutient quand même ce mari-là, la famille du mari bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où quand il y a un souci dans le couple côté sanitaire, on pense tout de suite à la femme. Quand vous êtes dans le couple et tout de suite la femme ne conçoit pas après le mariage, après 3 mois, après 4 mois, après 1 an, on pense tout de suite la femme forcément. On pense tout de suite à la femme. Oui, qu'est-ce qui fait rire? Allez-y. On pense tout de suite à la femme parce que en fait quand bien même l'homme est impuissant, on se dit qu'on peut cacher. Infertile. Non, stérile. Chez vous, là, vous préférez qu'on prenne l'impuissance peut se remarquer. Ouais. L'impuissance peut se remarquer, tout le monde voit. On a d'ailleurs essayé de faire la différence il y a peu. C'est autre chose. Quand l'homme est infertile, on préfère Il n'arrive même pas à te toucher. Il n'arrive pas à se mettre en condition. Oh, celui qui est infertile peut même se mettre en condition. Si tu le mets même dans les CNTP, il ne peut rien. Et ne rien produire. Oui, d'accord. Tout sort, hein. Ça sort comme ça sort, mais ça donne rien. Mais ça c'est pas productif. Voilà. Il y a des spermatozoïdes, soit paresseux. C'est l'infertilité. Et que le jardin ne pousse pas. Donc, quand les hommes sont infertiles, on n'en parle pas. On préfère même cacher ça à la limite et essayer de trouver des solutions à l'homme. Mais quand c'est la femme, on l'expose. On l'expose et c'est pas bien. Il faudrait qu'on comprenne que avoir un enfant, c'est d'abord Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est les deux. Quand on quitte Dieu maintenant, c'est le couple, c'est vous deux. Pourquoi à chaque fois il faut tout le temps mettre la pression sur la femme? Tu n'as pas d'enfant, pourquoi? Depuis vous attendez quoi? C'est un problème, hein? C'est un problème dans notre société. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité. Et pour nous, on a plusieurs moyens actuellement. Il y a par exemple la fécondation in vitro. On peut y faire recours quand ça ne va pas, quand on ne trouve pas solution. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours aussi. Sur toutes les femmes. Ouais, ça ne marche pas toujours. Parce que, et quand c'est la stérilité, là, c'est encore plus compliqué. C'est presque irréversible, sauf miracle de Dieu. Donc, je pense que les cas où c'est plus compliqué, c'est lorsque, en fait, l'homme a toutes ses fonctions de pouvoir se mettre en branle, d'accord, pour les ébats sexuels, mais en réalité, tout ce qu'il produit au cours de ces ébats sexuels-là n'ont pas d'effet, en fait, sur la femme. Quand c'est comme ça, c'est plus difficile. On pense tout de suite à la femme parce que l'homme te dira est-ce que je n'arrive pas à te satisfaire? Est-ce que nous n'allons pas au lit, tout ça? Donc, si moi je fais tout ça et que je remplis les conditions et que c'est toi qui n'arrives pas à avoir de grossesse, c'est que c'est toi le problème. Et on s'accuse mutuellement. D'accord? Et vous avez une partie qui refuse, généralement l'homme, de se soumettre au test. Aux examens. Voilà, c'est difficile comme ça et la femme se retrouve à se morfondre. La femme, elle, généralement, elle n'a pas de preuves pour se défendre ou pour s'accuser jusqu'à ce qu'on aille à l'hôpital pour voir si c'est elle ou pas parce que
voilà, la femme, c'est la femme et son appareil de reproduction. Et son appareil de reproduction, il n'y a pas un signe particulier pour voir que, bon, il y a eu conduit ou pas, il y a eu ovulation ou pas, il y a eu ci ou pas. Rien ne montre. Ouais. On sait que c'est deux choses l'une, soit le vagin de la femme, c'est un milieu soit acide, soit basique. Quand il est basique, elle ne peut pas faire d'enfant. Quand il est un milieu acide, Elle peut le faire. voilà, le terreau est là. Donc, c'est compliqué pour la femme. Et voilà, oui, une pensée à ces femmes-là qui sont au foyer, qui n'ont pas encore pu concevoir et qui traversent la persécution de la belle famille, la persécution parfois du mari et la persécution verbale de la société qui ne tolère ça jamais sous nos yeux et qui ne conçoit pas qu'une femme ne puisse pas concevoir, alors que malheureusement, des fois, ce n'est pas du tout elle. Et les docteurs l'ont démontré, parfois dans le tiers des cas, c'est l'homme. Très souvent, oui, dans le tiers des cas, c'est la femme. Vient Et dans le tiers des cas aussi, ce sont les deux. Ailleurs, les gens n'ont aucun problème à aller adopter des enfants. Oui. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Même quand on peut procréer, même quand on a ses ses facultés tout en place. Enfin, on s'en fout pas mal. C'est un Il n'y a pas de problème. Un enfant. C'est pas le plus important. Le plus important quand nous décidons de nous mettre ensemble, ce n'est pas de faire des enfants. Enfin, ailleurs, la mentalité ailleurs, ce n'est pas de faire des enfants. L'essentiel, c'est que nous nous aimions, c'est que nous puissions vivre notre amour. Mais ici, malheureusement, on se met ensemble pour avoir des enfants, c'est très important. C'est primordial, c'est à la limite même. C'est ça que j'ai rien quand les mecs ont dit que c'est la base en fait, c'est la base. Après 3 mois, si on ne voit pas la... C'est trop, 1 mois, 2 mois. Non, mais je pense que... Dès qu'on vous libère du lion, on dit allez travailler. Mais je pense que tout ça, c'est en train d'être inversé un peu parce que... Cette inversion va encore prendre plus tard. Non, en fait, au début, pour aller se mettre ensemble, on ne vous demandait pas une batterie de tests. Mais petit à petit, même pour vous marier... Vous faites tous les tests, ça marche. Vous êtes compatibles. Une fois dans le couple, les problèmes commencent. Ça peut venir progressivement déjà avec, de façon régulière avec les tests, d'autre part aussi de manière psychologique à changer un peu doucement la suite. Ça peut y arriver, ne soyons pas trop toujours pessimistes et voilà. Oui, ça Dieu refuse pas en tant que féministe. Beaucoup de femmes souffrent, beaucoup de femmes souffrent. Voilà. Et beaucoup de femmes. Je compatis avec toutes ces femmes. On ne parle que de nous. Nous formons la société, bien sûr. Il faut que déjà Bruno change sa vision de la chose, Rebecca, Hermone, Adonis aussi et moi. Il y a plus de pour que ça femmes puisse évoluer, pour que ça puisse changer. Il y a toujours ça qui viendra Hermone, progressivement. merci. Avec toi, on a fait le tour de la toile. Merci pour ces informations. On va découvrir à présent notre référence du jour. Elle est dans le même domaine que nous, mais elle a également une passion pour l'événementiel, un domaine dans lequel elle se retrouve davantage. On y va avec Ariane Da Silva. Ça a commencé il y a très longtemps. Depuis les bancs, j'ai toujours une passion pour tout ce qui est événementiel. Être en contact avec le public qui a été toujours ma passion. Pendant au moins 6 ans, 7 ans après la formation, je me suis retrouvée dans ce rôle de journaliste, présentatrice radio, beaucoup plus. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai commencé par m'ennuyer parce que je ne pouvais pas m'extérioriser. C'était un peu trop précis, c'était un peu trop formel, c'était un peu trop exigeant. Et j'ai constaté, je crois en 2016, fin 2015-2016, que j'avais un penchant pour l'animation live. Je me suis lancée 1-2 fois et j'ai compris qu'en réalité, c'était beaucoup plus ma passion. Et le journalisme, ça m'a permis d'avoir des aptitudes, d'avoir des compétences. Être entrepreneur, ce n'est pas facile. Il y a une période donnée, par rapport à l'événementiel, il y a une période donnée où ça va dans tous les sens. Vous avez des marchés et parfois même vous êtes submergé au point où vous demandez à des amis, à des collègues de prendre vos marchés, vous négociez d'autres maîtres de cérémonie, d'autres wedding planners ou bien d'autres animateurs. Mais il y a également des moments où
vous vous retrouvez avec rien comme marché parce que la période n'est pas favorable. Et vous passez des messages, vous faites encore beaucoup plus de publicité. Grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité de faire de la publicité, de communiquer. J'essaie de faire avec, sinon ce n'est pas facile. Que je suis allée à ce métier par passion. J'ai commencé peut-être pas très tôt, mais j'ai commencé en 2004 grâce à une chaîne de radio de la place. Et je crois que je ne me suis pas trompée. Je suis allée par passion et j'y suis toujours. Juste que c'est un autre pan de la communication. Parce que quand vous êtes journaliste, vous avez la possibilité de faire de la communication. Donc, je ne pourrais pas dire que je suis partie totalement. Je m'y plais bien, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout parce que la présentation, elle n'est plus telle qu'elle l'était ou telle qu'elle est lorsque vous êtes dans un studio, lorsque vous deviez présenter le journal. Mais je fais toujours de la présentation. C'est plus décontracté, c'est plus free, c'est plus beau. Vous êtes au devant de la scène, c'est vous qui les gérez, vous dites ce que vous avez envie, vous avez la possibilité de séduire. Si vous voulez détruire un événement, vous avez la possibilité de détruire. Si vous voulez embellir, si vous voulez magnifier un être, vous voulez rendre quelqu'un beau, vous avez cette possibilité, vous avez cette baguette magique. Donc je crois que je ne me suis pas trompée. C'est vrai qu'à des moments donnés, on se dit, mais bon sang, est-ce que c'est pas mieux d'être dans une maison de presse et espérer son salaire à la fin du mois? Je crois que c'est une expérience qu'on doit vivre. Cela permet de jauger un peu notre envie. Est-ce que c'est ce qu'on voudrait faire? Est-ce que ça nous fait du bien? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut découvrir, au-delà de l'aspect pécunier, il y a ce qui vous fait plaisir. Il faut être déterminé, endurant, accepter perdre, accepter échouer. Il faut pouvoir avoir la foi. La foi, pas seulement en Dieu, la foi en ce qu'on fait. C'est surtout ça. C'est vrai qu'il faut être croyant, mais il faut croire en ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez dire ou qui pourrez vraiment démontrer à l'interlocuteur que vous savez de quoi vous parlez. Et voilà, c'est sur cette belle référence que nous vous disons au revoir. On se retrouve déjà demain. Demain pour le dernier numéro de cette saison. Demain à la même heure, prenez donc le rendez-vous. Ciao, ciao.